Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée aujourd'hui par Kraken. Cette semaine, on va commencer par la dernière évolution du procès de Roman Storm. En effet, bien que le développeur de Tornado Cash n'ait toujours pas été innocenté ou condamné, une lettre a été envoyée au juge ce mardi. Émanant du procureur, elle explique que l'un des arguments utilisés par la défense serait irrecevable. Il s'agit dans ce cas précis d'une jurisprudence portant sur la responsabilité d'un fournisseur de services internet vis-à-vis des actes commis par ses clients. Pour eux, premièrement, c'était au civil et pas au pénal, donc pas du tout dans la même catégorie, et deuxièmement, la société avait activement combattu le mauvais usage de ses services, tandis que Roman Storm avait soit ignoré le problème, soit mis en place des mesures volontaires inefficaces. Et de ce fait, cette jurisprudence ne serait pas valable dans ce cas-là. Roman Storm serait bien indirectement responsable de tous les méfaits qui ont été commis à travers Tornado Cash. C'est la preuve, au final, que les autorités américaines n'ont absolument pas changé d'avis en ce qui concerne l'anonymat, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec ce document publié il y a quelque temps. Il est donc certainement d'autant plus important que Satoshi Nakamoto conserve l'anonymat qu'il a réussi à protéger depuis 17 ans. Pourtant, le monde ne manque pas de curieux qui souhaiteraient enlever le masque. Et ce mercredi, l'un d'entre eux a publié les résultats de son enquête chez le New York Times. D'après John Carreyrou, le documentaire Money Electric de Bitcoin Mystery de HBO, daté de 2024, a retenu son attention en ce qui concerne une scène en particulier. Au cours de celle-ci, le réalisateur du documentaire posait des questions à Adam Back, un cryptographe et cypherpunk connu qui faisait depuis longtemps partie de la liste des suspects, si on peut dire ainsi. Et lors de cette scène, en entendant son nom, il se serait légèrement tendu avant de nier vigoureusement qu'il est Satoshi. Ce moment, les yeux fuyants d'Adam Back, son rire gêné, le mouvement saccadé de sa main gauche, ont mis le journaliste sur la piste que c'était peut-être un mensonge. Alors il a tenté de trouver plus d'indices. Il a comparé leurs écrits, y compris et surtout les mails de Satoshi révélés lors du procès Craig Wright par Marty Malmy, un programmeur ayant collaboré avec Satoshi au tout début de Bitcoin. Il a fini par trouver différents éléments qui peuvent paraître convaincants. Certains mots, certaines expressions sont utilisés à la fois par Satoshi et par Adam Back. Même si le lien entre les deux personnages est parfois particulièrement ténu, comme en ce qui concerne le mot Bloody, qui lui permet de relier Satoshi à Back parce que Back l'a utilisé une fois en 1998. Il parle aussi des similarités de leurs connaissances ainsi que de leur respect partagé pour Hal Finney. Des éléments déjà connus qui représentent des coïncidences intéressantes mais qui ne sont pas pour autant des preuves définitives. Dans le même genre, il mentionne aussi que Back et Satoshi partagent un point de vue libertarien. Ce qui est effectivement vrai, mais pas si surprenant que ça, étant donné que ça correspond à l'idéologie cypherpunk. Enfin, et c'est là la partie la plus importante de ce récit, il a analysé le texte écrit par 34 000 cypherpunks différents. D'abord en éliminant tous ceux qui avaient écrit moins de 10 messages, ce qui réduisait le total de candidats à 1615. Puis en analysant le contenu, en excluant ceux qui n'ont pas utilisé certains mots, qui ne commettaient pas certaines erreurs, pour finir par retomber sur Adam Back. Et après une ultime conversation avec son suspect numéro 1, il finit par être encore plus convaincu qu'il a la bonne réponse. C'est vrai que c'est convaincant. L'accumulation d'un nombre grandissant de coïncidences semble valider cette théorie. Mais pour certains des éléments qui ont été retenus, on ne peut pas dire que leur validité soit indiscutable. Par exemple, il qualifie de ressemblance frappante la similarité entre ces deux messages écrits par Adam Back et Satoshi. Tous les deux sont des mails lacunaires contenant des notes de patch comprenant un titre rédigé de la même façon, le lien vers le projet en haut du mail, alors qu'en fait, c'est juste comme ça que sont rédigés les mails de notes de version par une application comme Semantic Release. Des dizaines de milliers de développeurs ont exactement la même mise en forme, mais l'auteur de cet article considère quand même que c'est un indice valide. Peut-être parce qu'il n'a tout simplement pas cherché à savoir comment les développeurs rédigent ce genre de mail d'habitude. C'est là un énorme problème de biais de confirmation qui entache malheureusement cette enquête. Et par ailleurs, il ignore d'autres éléments qui vont à l'encontre de cette théorie, comme les résultats non concluants d'une stylométrie réalisée par un expert en la matière, ou le fait que la version 0.1.0 de Bitcoin contenait quelques éléments de code associés à une application de poker. Et bien que je n'ai pas enquêté en détail sur le sujet, il ne me semble pas qu'Adam Back ait révélé une quelconque passion pour le poker. Bien sûr, l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence, et les coïncidences étranges restent très nombreuses. Mais encore une fois, c'est une enquête qui se conclut sur une forte suspicion plutôt que sur un verdict définitif. Pour l'instant, le masque de Satoshi n'est toujours pas tombé et peut-être que c'est tant mieux. Il y a une chose qui va tomber prochainement par contre, c'est le résultat de la loterie organisée par Kraken. Le concept est très simple pour tous les clients Kraken qui sont inscrits au tirage au sort. Jusqu'à demain, chaque dollar de crypto tradé sur la plateforme correspondra à une chance de gagner soit 100 $ de Bitcoin, soit 10 000 $ de Bitcoin, soit un Bitcoin entier. Il faut trader de la crypto, mais pas sur n'importe quelle paire. Évidemment, celle qui comporte deux monnaies fiduciaires ou stables ne compte pas. Et les actions, Xstocks et Bundle sont exclus également. Mais pour tous ceux qui sont intéressés par l'achat de crypto et le trading, ça reste sympa puisque contrairement à un ticket Euromillion, ça ne coûte rien, mis à part quelques secondes de votre temps.
Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de vous inscrire avant de commencer à trader en allant sur l'application mobile Kraken dans la section Offres et en cliquant sur ce bouton. Il y aura une notification et quelques temps plus tard, vous recevrez aussi un mail indiquant que vous êtes bien inscrit. Si cette chance de gagner un Bitcoin vous tente et que vous souhaitez y participer dans les dernières heures qu'il vous reste pour le faire, je vous invite à cliquer sur notre lien d'affiliation en description. Bref, retour aux actus avec non pas quelque chose, mais quelqu'un qui va peut-être tomber. Il s'agit de Javier Milei, président de l'Argentine. Malheureusement pour lui, ça sent de plus en plus le roussi. Selon les journaux d'appel obtenus par les procureurs fédéraux argentins, il aurait été en contact avec la personne derrière le projet Libra un total de 7 fois au cours de la nuit du lancement du jeton. De plus, et c'est peut-être encore plus gênant, l'analyse du téléphone de cette personne a permis d'obtenir des messages audio de 2023 dans lesquels elle parlait à son assistant des 2000 habituels pour Milei, une somme qualifiée de salaire. On ne sait pas trop de quelle monnaie il s'agit, mais visiblement, dans tous les cas, Javier le tronçonneur de corruption était lui-même corrompu depuis longtemps. Du reste, en Argentine, il y a aussi du nouveau du côté des banques. En effet, elles ont constitué leur propre consortium, un petit peu comme Kivalis. La différence étant que contrairement à Kivalis, le projet n'est pas d'émettre une monnaie stable, mais de travailler à l'intégration de la blockchain dans leurs processus généraux en passant par la JPM Coin. Et ce n'est pas pour l'offrir à leurs clients, mais pour commencer à remplacer le réseau Swift. C'est donc encore un cas d'adoption de la technologie sans adoption de l'écosystème. Et chez nous, en France, en ce qui concerne l'adoption, le dernier rapport de l'ADAN vient d'arriver. Au total, en 2026, 93% des Français savent que la crypto existe, mais seulement 11% en détiennent. Et les cryptos représentent au total 2% de l'épargne des Français. Tous ces chiffres sont en croissance, mais ils sont pour moi surtout la preuve que le manque d'adoption de la crypto ici n'est pas vraiment un problème de connaissance. C'est probablement surtout parce que notre système financier est encore un peu trop efficace et un peu trop libre pour que les gens aient envie de changer et de se servir de la crypto. Nous n'avons pas encore eu de scandale majeur comme la Chypre en 2012, pas d'hyperinflation comme le Liban, et les gens préfèrent donc continuer d'utiliser le système qu'ils connaissent. Et dans les autres facteurs qui peuvent expliquer tout ça, il y a aussi, évidemment, les lois françaises. Autant celles qui existent déjà et qui compliquent l'usage de la crypto au quotidien que celles qui vont bientôt arriver. Cette semaine, le dernier texte débile à faire parler lui est sorti de l'Assemblée nationale et il se trouve à l'intérieur du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. À l'intérieur de ce projet de loi, les députés ont ajouté une mesure basée sur l'idée que tous les amateurs de crypto sont des évadés fiscaux en puissance. Ils ordonnent donc à tous les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques auto-hébergés de notifier chaque année à l'administration fiscale la valeur de leur portefeuille dès que ça dépasse 5 000 €. Toutes ces informations seront bien évidemment conservées dans une base de données très sécurisée qui finira revendue à des criminels par une employée corrompue de l'administration fiscale. Comme ça, des centaines de milliers, si ce n'est des millions de gens pourront se faire kidnapper et torturer. Pas mal, non? C'est français. Cela dit, heureusement, ce n'est encore qu'un projet de loi qui doit passer par la commission mixte paritaire. Il est donc possible que cet élément soit supprimé, bien que ça ne soit absolument pas garanti. Et pour couronner le tout, nous ne sommes pas les seuls à marcher tout droit vers la dystopie. Dans l'Union européenne aussi, nos voisins se démènent pour inventer les pires idées possibles. Nous avons appris récemment que l'Allemagne et l'Italie ont discuté, sans faire de proposition officielle, d'une éventuelle obligation d'insérer dans toutes les monnaies stables disponibles en Europe un kill switch, un dispositif d'arrêt d'urgence qui permettrait aux autorités européennes de juste désactiver une monnaie stable unilatéralement quand ils le souhaitent. Pour cela, il leur suffirait de considérer que l'émetteur de la monnaie stable agit contre les intérêts des détenteurs européens. Encore un outil de contrôle supplémentaire sans aucune légitimité et qui causera 3 fois plus de problèmes qu'il en résout. C'est l'Union européenne, donc ce n'est rien de très surprenant, mais on n'est pas obligé de considérer que c'est négatif. Après tout, ce genre de mesure pourrait obliger les Européens ayant adopté la crypto à se diriger exclusivement vers des monnaies stables décentralisées que l'Union européenne ne peut pas désactiver du jour au lendemain. Et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas une proposition officielle et encore moins un projet de loi. Il est donc tout à fait possible que cette mesure ne verra jamais le jour, contrairement à notre propre projet de loi. Alors passons à la dernière actu de la semaine qui concerne les États-Unis. Là-bas, les employés de la Maison-Blanche ont reçu un mail qui rappelle qu'il est interdit de faire des paris en utilisant leur connaissance des événements à venir. Les Américains amateurs de paris suspects sur Polymarket seront visiblement sanctionnés avec la plus grande sévérité, à condition que les autorités réussissent à les trouver. Mais tout ça pose surtout la question de ce qui va arriver à la plateforme elle-même. Pour l'instant, rien n'a été annoncé. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bonne fin de week-end et à dimanche prochain sur YouTube.